Réconciliation au nord, réconciliation au sud, réconciliation à l'est, réconciliation à l'ouest, réconciliation au centre. Comme le ballon rond dans le rond central de la pelouse verte, la réconciliation nationale est au Burkina au centre de presque toutes les conversations. Surtout dans le discours politique, où depuis plusieurs années maintenant, cette question est sur toutes les lèvres, alimente des débats de tous ordres. Chacun y va ainsi de son couplet au moment où le pays traverse une situation sécuritaire extrêmement préoccupante, doublée d'une crise humanitaire et sociopolitique grave. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette nouvelle émission de Périscope sur Burkina Info. Une émission qui se propose de revisiter le chantier de la réconciliation nationale au Burkina en ces instants graves où la nation a grand besoin d'organiser et d'apaiser les cœurs de ses fils et de sceller une véritable union sacrée contre le terrorisme. Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir pour vous, pour la première fois sur ce plateau, Stanislas Ouaro. Il est 4e vice-président du Mouvement du Peuple pour le Progrès, MPP, précédemment parti au pouvoir. Ancien ministre de l'Éducation nationale, de l'alphabétisation et de la promotion des langues nationales, M. Ouaro est chargé au sein du MPP des questions de gouvernance et du dialogue social. Bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation et bienvenue sur le plateau de Périscope. Bonsoir tout le monde, merci beaucoup. Je reçois également Ablassé Ouedraogo, président du Faso Autrement, parti de l'opposition burkinabé. Ancien ministre des Affaires étrangères du Burkina Faso de 1994 à 1999, M. Ouedraogo qui a également assumé la fonction de directeur général adjoint de l'Organisation mondiale du commerce, OMC, de 1999 à 2002, préside aux destinées de la Coalition pour la démocratie et la réconciliation nationale, CODER. Bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation et bienvenue sur le plateau de Périscope. Que je vous dise bonsoir Serge et bonsoir à tous les amis à travers le monde. Mesdames, Messieurs, à nouveau bonsoir. C'est le 170e numéro de votre émission Périscope que j'ai le plaisir de vous présenter aujourd'hui. Depuis plusieurs années déjà, faut-il le rappeler, une situation sécuritaire extrêmement préoccupante, doublée d'une crise humanitaire socio-politique, d'une crise humanitaire et socio-politique grave, et la cohésion sociale est mise à mal. Chacun semble y aller de son couplet quant à la nécessaire réconciliation à mettre en œuvre pour apaiser les cœurs et construire une véritable union sacrée contre le terrorisme. Tout d'abord, comment jugez-vous la situation actuelle du Burkina, Stanislas Ouaro? Oui, merci. Je pense que vous l'avez résumé. Moi, je dirais surtout que la situation nationale elle est plus que préoccupante. Elle est même insoutenable pour les braves populations. Et je le présente sur plusieurs plans. Au plan sécuritaire, donc, on a une aggravation donc, des attaques terroristes et une augmentation des actes de banditisme sur les routes qui donc provoquent donc, un nombre de personnes déplacées internes, mais des difficultés aussi d'emprunter des axes routiers. Et cela a une conséquence immédiate sur les activités socio-économiques et un ralentissement des activités. Il y a aussi donc, le plan social qui est affecté, sérieusement affecté. Donc il y a la crise humanitaire avec la réduction surtout des terres cultivables et les attaques donc, terroristes sur les productions et les biens des braves populations. Et enfin, donc, vous avez l'aggravation de la vie chère avec la flambée donc, des prix des produits de première nécessité que nous constatons. C'est vrai que c'est une situation qui est vécue à travers le monde et donc on n'y échappe pas, en lien avec la situation donc, de la guerre en Ukraine, mais aussi de la pandémie de la Covid-19. Et enfin, l'absence donc, d'administration dans certaines localités de notre pays, donc, où plusieurs structures socio-économiques sont fermées, des écoles, des centres de santé, des structures donc, de microfinance, etc. Donc c'est une situation, on va dire, et même insoutenable. Donc, une situation insoutenable, n'est-ce pas, Ablassé Ouedraogo? Oui, je pense que pour revenir ou pour rebondir sur ce que le ministre Ouaro dit, moi j'ai coutume de dire que le Burkina Faso ne se porte pas bien. Et le Burkina Faso a mal non seulement à son unité, à sa sécurité, à sa santé, à son économie, à son social. Donc le Burkina Faso a mal partout. Je crois qu'il faudrait que les Burkinabés soient conscients aujourd'hui. Notre pays
vit une situation où son existence est mise à rude épreuve. Il a mentionné les déplacés internes. Moi, je dirais que leurs chiffres avoisinent les 3 millions. Le recensement... Les chiffres officiels font état de presque 2 millions. Même si c'est 2 millions, ça fait plus de 10% de la population. Si on prend en compte les 20 millions que le dernier recensement donne, c'est énorme. Et mieux, ce qui est grave, c'est que les 3/4 du territoire national sont sous le contrôle des terroristes. Vous dites 3/4, mais le porte-parole du gouvernement a parlé de 2/5. Je vais lui demander à lui, porte-parole du gouvernement. Moi, je vous donne les chiffres. Il n'a qu'à sortir hors de Ouaga par la route. Je ne dis pas de sortir en hélicoptère. Lui-même, il est conscient que le Burkina Faso, aujourd'hui, ne contrôle pas, je dis bien, les 3/4 de son territoire. En dehors de Ouagadougou et de Bobo, dites-moi où est-ce que vous pouvez aller au-delà de 50 km. C'est parce que nous ne nous disons pas la vérité que la situation est en train de s'aggraver. Donc il faut qu'on se dise la vérité. Soyons conscients que nous traversons une phase très, très, très difficile, très, très délicate pour l'existence du pays. Et nous disons que la seule chose qui peut nous aider à rattraper la situation, c'est que les Burkinabés acceptent de se mettre ensemble, que les Burkinabés acceptent de se rassembler, que les Burkinabés, comme vous le dites, acceptent de se réconcilier entre eux, que le Burkina Faso se réconcilie avec lui-même. Oui, alors, une chose qui est importante... On va venir tout à l'heure au chantier de la réconciliation. Oui, mais une chose qui est importante, au jour d'aujourd'hui, nous avons ce que nous appelons la transition. Nous disons que la transition la mieux réussie, c'est la plus courte possible. Alors, on va venir à la transition. Non, je vais... Une minute, parce qu'il ne faut pas... Je vais en venir à la transition. On a campé la situation globale du pays. Cette situation sécuritaire préoccupante, Stanislas Ouaro dit qu'elle est même insoutenable. On a une crise humanitaire aiguë, près de 2 millions de personnes déplacées internes. On a aussi une crise sociopolitique, on a une crise de confiance, avec parfois des contradictions exacerbées. Avant que je vois qu'Ablassé Ouedraogo est chaud pour parler de cela, mais avant qu'il n'en parle, comment vous jugez justement la marche du pays depuis le coup d'État du 24 janvier 2022? Alors, ce qu'il faut dire, donc, on peut résumer ça en présentant quelques chiffres. C'est-à-dire que les autorités actuelles donc, du pays, donc le mouvement patriotique pour la sauvegarde de la restauration, avaient justifié son coup d'État par l'incapacité du régime du président Kaboré donc, à juguler la crise sécuritaire qui était difficile. Donc, si on regarde les chiffres de décembre 2021, on avait 1 579 000 déplacés internes. En gros, comme il dit, ce sont des chiffres officiels, mais la réalité est tout autre. On peut en avoir plus, parce qu'il y en a qui ne sont pas recensés, il y en a qui vivent chez des parents, il y en a qui se sont débrouillés comme ça et tout. Et donc, ça peut être plus. Mais allons aux chiffres officiels. Et en avril 2022, nous sommes passés à 1 902 850. Ça, c'est les chiffres d'avril. On n'a pas les chiffres de mai, ni de juin, etc. Et donc, en 4 mois, on s'est retrouvé avec plus de 400 000 déplacés internes supplémentaires, consécutivement aux attaques terroristes, aux menaces. Et pour ce qui est, par exemple, des écoles fermées, en fin décembre 2021, nous avions 3 280 établissements fermés. Je le dis parce que c'est une situation qui n'a pas commencé avec les MPSR, mais bien avant. Mais c'est bon, à partir donc de la justification du coup d'État, de présenter la situation et après de dire ce qu'on doit faire. C'est ça. Parce que là, on est dans l'impasse. Donc, on avait 3 280 établissements fermés. Et en fin mai, fin de l'année scolaire, on s'est retrouvé avec 4 258 établissements fermés. Donc, on a selon les chiffres du secrétariat technique secrétariat de l'éducation en situation d'urgence. Oui. Donc, ça nous fait 1000 établissements fermés, pratiquement en 5 mois. Donc, vous voyez que c'est une situation qui, aujourd'hui, échappe à tout contrôle. Et donc, vous voulez dire que le coup d'État n'a pas produit les effets? Non, malheureusement, la réalité, elle est là. C'est comme l'a dit donc, le docteur Ablassé Ouedraogo. C'est parce qu'on se ment que la situation continue. Au stade où on est arrivé, on ne doit plus mentir. Et moi, quand j'étais au gouvernement, je donnais les chiffres chaque fois. Chaque mois, je donnais les chiffres. C'est vrai que j'ai des collègues qui me disaient non, il ne faut pas. Je dis non, il faut donner la réalité. Il faut que les gens sachent ce qui se passe. Et qu'ensemble, on essaie de trouver des solutions.
Donc, malheureusement, le coup d'État n'a pas apporté les solutions qu'elle devait apporter. Et donc, du coup, il faut aller à autre chose. Il faut aller à autre chose. Alors, Ablassé Ouedraogo, ce coup d'État, comment vous jugez la marche du pays depuis ce coup d'État? Vous voulez parler de la transition, justement. Alors, allez-y. Disons que le coup d'État du 24 janvier a été quelque chose de salutaire pour le Burkina Faso, parce que les Burkinabés voulaient le changement. Et Stanislas lui-même a reconnu que le régime Kaboré n'était pas en mesure de résoudre donc ce problème de crise sécuritaire. On a attendu et rien n'a pu amener une indication qu'on était sur la bonne voie. Est-ce qu'il a dit que le régime ne pouvait pas résoudre cette question de crise sécuritaire? Il n'a pas dit ça. Il a dit que le coup d'État était justifié par le fait que la situation sécuritaire n'arrivait pas à être réglée. Mais il ne dit pas que le pouvoir en place auquel il a appartenu n'était pas en mesure de régler ce coup d'État. Ok, si lui ne le dit pas, nous les Burkinabés, nous le disons. Donc, vous êtes un Burkinabé alors? Non, vous étiez aux affaires. Oui, mais même étant aux affaires, on est des Burkinabés. Monsieur Ouattara. Les Burkinabés comme vous, aux affaires ou pas. Vous avez démontré pendant les 6 ans de la gestion Kaboré que vous étiez incompétent et vous n'aviez pas la capacité de résorber la situation de crise. Pour preuve, oui, alors, on s'est installé dedans, et c'est pour cela que le coup d'État a été facile. Non, parce que une fois que cela est dit, non, Toumandji, excusez-moi. Celui qui a fait le coup d'État, celui qui a fait le coup d'État, mais était une autorité militaire qui avait la plus grande région militaire. Bon, alors, une fois que cela est dit, s'il vous plaît, une fois que cela est dit, comment vous jugez donc ces 5 mois de transition, puisque vous voulez parler de la transition? En 5 mois, peu de choses ont changé. Et nous disons que la transition doit impérativement être recadrée, être recentrée pour revenir sur ses objectifs ultimes. Et ce qui a facilité le coup d'État, c'est simplement parce que les militaires ont dit « nous allons venir pour sauver le pays, pour restaurer la sécurité ». Et c'est ça qui a fait que l'adhésion de la population a été totale. Personne n'a levé le doigt pour protester, bien que, de par le principe, on condamne l'accession au pouvoir de façon inconstitutionnelle. Donc, quand nous disons de recadrer, de recentrer, ça veut dire tout simplement qu'il faudrait qu'on comprenne que quand on est dans une situation de transition, nous avons donc fait une déviation de la route de la démocratie et que le plus rapidement possible, on doit y retourner. Et c'est cela qu'on appelle le retour à l'ordre constitutionnel normal. Donc, le plus rapidement pour vous, c'est combien de temps? Non, je pense qu'ils sont en train d'y aller. Mais moi, ce que je dis, il faudrait qu'ils sachent, ceux qui nous gouvernent là, qu'ils doivent impérativement travailler. Et ils nous l'ont dit, quand nous avons eu cette rencontre avec M. le Premier ministre, que s'ils arrivaient à couvrir le territoire national à 75% au plan de la sécurité, les élections étaient possibles. Aujourd'hui, les chiffres qui nous sont avancés, c'est 45% qui contrôlent. Donc, ça veut dire que si c'est 75% du territoire national à couvrir, ça peut se faire en 2 mois, en 6 mois, en 1 an, pour peu que la transition se concentre sur cette action donc, de la lutte contre l'insécurité, en gardant en tête que son objectif ultime, c'est l'organisation d'élections. Alors, rapidement, Ablassé Ouedraogo, donc la décision de la CEDEAO, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, qui a prescrit au Burkina, à l'issue de sa 61e conférence au sommet, d'organiser donc des élections et de revenir à un ordre constitutionnel. C'est 24 mois proposés également, si on a bien compris, par le gouvernement de transition. Cette période-là vous semble-t-elle convenable pour arriver à ces résultats? Vous savez, en toute chose, c'est la volonté qu'on met pour réaliser cet objectif. Et je me dis que les militaires qui nous gouvernent actuellement aiment leur pays. Ce sont des patriotes. Et ils s'investiront pour que
le Burkina Faso voit le bout du tunnel le plus rapidement possible et que la vie constitutionnelle revienne. C'est pour cela que nous disons, on ne doit exclure personne, on ne doit mentir à personne. Et malheureusement, tous les régimes qui se sont succédés ont bâti leur politique sur le mensonge et sur l'exclusion. Ça ne paye pas. Alors, et aujourd'hui, il faut que tous les fils du Burkina, toutes les filles du Burkina se mettent ensemble autour de la transition pour sauver notre pays dont l'existence est actuellement compromise. Alors, on revient tout à l'heure à se mettre ensemble pour former cette union sacrée et cette réconciliation nationale qui vous est chère. Comment vous voyez donc la sortie de la transition et le retour à l'ordre constitutionnel normal? Est-ce que les échanges qu'il y a eu avec la CEDEAO et le nouveau programme qui se dessine vous convainc? Est-ce qu'on a les ressorts pour y arriver? Je pense qu'avec Ablassé, on est tous d'accord sur le fait que la transition dans son format est un échec. Ça, il l'a dit. C'est pour ça qu'il faut recadrer. Je suis d'accord avec lui. Il faut réformer la transition. C'est-à-dire que le format dans lequel nous sommes ne peut pas nous amener. Les chiffres sont là. Même si c'est 5 mois, même si c'est 6 mois. Le président Damba nous a donné rendez-vous en août. Ce qu'il a donné, il a dit, il donne rendez-vous dans 5 mois. Il l'a dit le 1er avril. En août, c'est bientôt. Ouais, nous sommes en juillet. Peut-être qu'on va engranger des résultats qui vont compenser. J'arrive. Dans tous les cas, ce que nous constatons, c'est que la situation s'aggrave. Et Ablassé Ouedraogo a dit quelque chose d'important. Mais l'existence même du pays est menacée. Et donc, il faut une réforme totale. Effectivement, je suis tout à fait d'accord avec lui. Il faut de l'inclusion. Il faut apporter des compétences. C'est vrai qu'il a dit que notre régime était incompétent. Je ne vais pas faire ce commentaire. Parce que l'appréciation de la compétence est assez délicate. Ouais. Lorsqu'elle est subjective comme ça, je ne vais pas le faire. Mais il reconnaît aussi que tous les régimes qui se sont succédés, donc le régime aussi dans lequel il a travaillé, bien sûr, a également menti, le nôtre, certainement, et celui qui est là, c'est sur le mensonge et ce n'est pas bon. On est tous d'accord avec ça. On reconnaît aujourd'hui que nous sommes dans une impasse. Et moi, ce que j'apprécie par rapport aux conclusions de la CEDEAO, au-delà de la CEDEAO, c'est nous-mêmes qui devons nous battre. La CEDEAO, c'est une institution dans laquelle on est, qui a des règles et qui souhaite que ces règles soient respectées. Ce n'est pas à la CEDEAO de venir combattre à notre place. Ce n'est pas à la CEDEAO de venir organiser les élections pour nous. C'est à nous de le faire. Et donc, effectivement, je suis d'accord avec lui qu'il faut aller à l'inclusion. Et pour moi, je pense que ce compromis obtenu entre les nouvelles autorités du pays et la CEDEAO ouvre une perspective d'une nouvelle transition dans laquelle on doit s'inscrire pour sortir de l'impasse politique, sécuritaire, humanitaire, socio-économique dans laquelle nous sommes. C'est une impasse terrible et effectivement, je suis d'accord avec lui que, comme il l'a dit, aujourd'hui, il y a des astres, quand on les prend, il faut être chanceux. Et ça, ce n'est pas bon. Oui, justement, alors il faut aller à l'inclusion, à la réconciliation, chère à Ablassé Ouedraogo, pour y arriver, pour réussir. Il faut donc réussir cette réconciliation. Mais que faut-il entendre par réconciliation nationale? Tellement il y a des avis divergents sur la question Ablassé Ouedraogo. Je pense qu'il faudrait savoir ce que l'on veut. Au jour d'aujourd'hui, tout le monde est conscient qu'au Burkina Faso, la haine, la division tenaille les populations. Nous ne nous aimons pas. Et c'est pour cela que nous disons, nous sommes dans une situation critique qui oblige tous ceux qui se disent patriotes à se serrer le coude pour soutenir la transition, pour aider la transition à être un succès, un franc succès. Et je dis encore une fois que les meilleures transitions, les transitions les plus réussies, sont celles qui ont une durée de vie courte. Et ici, au Burkina Faso, et Stan l'a dit. Stanislas Ouaro. Oui, le ministre Ouaro l'a dit. Il faut que les Burkinabés acceptent de se mettre ensemble. Et quand on dit de se mettre ensemble, toutes les filles, tous les fils sont indispensables pour la bonne marche du pays. Ne jouons pas à l'hypocrisie en disant oui, telle personne est vieux ou je sais pas, c'est ce terme péjoratif là qu'ils aiment utiliser. Vous mettre à l'écart. Oh, non, bon, ça ne gêne pas, mais je dis, les hommes d'expérience peuvent contribuer énormément. Je connais des hommes politiques qui, à un moment donné, parce qu'on va les exclure en raison de leur âge, on dit attention qu'on ne nous enterre pas vivants. Non, et puis c'est vrai. Tant que vous n'êtes pas mort, vous êtes utile à la terre. C'est ça. Tant que vous n'êtes pas mort, vous êtes utile à la société. C'est pour cela que
les sociétés les mieux organisées sont celles où les vieilles personnes sont les mieux entretenues. Oui. Et quand vous arrivez dans un village et on vous dit que dans ce village-là, il n'y a pas de vieux, il faut détaler parce que ce n'est pas un endroit où vous pouvez vivre. Alors oui, et mais dans notre culture, la réconciliation nationale, okay. Pour vous, qu'est-ce que c'est? La réconciliation nationale, c'est le dépassement de soi pour prendre l'intérêt général, l'intérêt supérieur de la nation au devant des choses. C'est-à-dire que quand nous allons réaliser la réconciliation nationale, nous serons dans une situation où le Burkina Faso sera une nation. Et quand on est une nation, ça veut dire qu'il n'y a pas de défi que le pays ne peut pas relever. Et pour arriver à la réconciliation, nous mettons la justice au cœur du processus. Et pour que cela soit faisable, nous faisons appel à ce que nous disons la justice transitionnelle, qui est une justice d'apaisement des cœurs, et vous avez répété ce mot, je ne sais pas combien de mois depuis qu'on a commencé l'émission. C'est une justice qui permet de dire la vérité, c'est une justice qui permet de donner des réparations, et c'est une justice qui permet d'éviter les répétitions. Et nous disons que la justice transitionnelle en tant que telle, qui permet donc d'analyser le passé et de se projeter sur l'avenir, peut être complétée par la justice classique. Et tout le monde sait que la justice classique, c'est la justice où, quand il y a le verdict qui tombe, il y a une partie qui est heureuse, une partie qui n'est pas heureuse. C'est-à-dire que c'est pas... Est-ce que vous êtes en train de nous dire qu'avec la justice traditionnelle, toutes les parties sont heureuses? Oui, toutes les parties sont heureuses parce que la vérité est faite, alors, les réparations sont faites, et les gens acceptent de ne plus répéter. Ça, c'est très important. Alors, Stanislas Ouattara, vous voyez les choses de la même façon? En partie, et je vais te dire pourquoi. Vous savez, j'ai appartenu à un gouvernement, le gouvernement de Roch Kaboré, qui a été élu en 2020, et sur la base d'un programme où il s'était engagé justement à faire en sorte que, à la fin du premier semestre de son deuxième et dernier quinquennat, qu'il puisse organiser un forum sur la réconciliation. Le travail a commencé, il a confié à un de ses adversaires politiques, donc Zéphirin Diabré à l'époque, en 2020, qui était candidat aux élections présidentielles, donc la charge de conduire le processus de réconciliation et de cohésion. Et à l'expérience et à l'exercice donc de cette mission, on s'est tous rendu compte qu'en 6 mois, c'était très compliqué parce que c'est un domaine complexe. Et donc, il y a une démarche qui a été adoptée, ce qui consistait en fait à faire en sorte que dans chaque commune, il y ait des rencontres pour que chacun puisse proposer donc, les questions de justice traditionnelle, justice classique, etc. Tout a été examiné et discuté. Ensuite, il y a eu des assises régionales, publiques, où cela a été discuté. Et ce qui a amené justement à l'élaboration de 2 documents, donc une stratégie nationale de réconciliation nationale et une stratégie nationale de la cohésion sociale. Exact. Et ce travail a été fait. Je suis heureux de constater que le ministre d'État chargé de la réconciliation et de la cohésion. De la cohésion sociale et de la réconciliation nationale, voilà. Parce que là, on a mis la cohésion sociale avant la réconciliation nationale. D'accord. Oui, ce n'est pas un problème. L'essentiel est qu'on arrive à atteindre l'objectif, à adopter la même démarche et poursuivre. Et donc, ces documents sont prêts et le forum va se tenir et va se poursuivre. Et moi, je m'inscris dans cette dynamique, mais qui, effectivement, comme il l'a dit, a pour socle donc la vérité, la justice, au pilier, et ensuite donc la réconciliation, pour éviter les erreurs justement de 2001, où effectivement on a même obligé des gens à accepter de prendre de l'argent et en renonçant à l'aspect justice. Et ces mêmes personnes, pour la plupart, sont revenues voir le Hachkouroun pour demander réparation, pour éviter ces choses. Et donc moi je m'inscris dedans, et ces documents-là justement, dans ces documents, on a défini la notion de réconciliation, ce qui a été donc, ce qui est effectivement adopté par le maximum. Et je préfère m'en tenir à cette définition que je vais lire rapidement. La réconciliation est un processus inclusif et participatif consistant d'une part à la reconnaissance d'une ou de plusieurs violations causées par un acteur ou un groupe d'acteurs ayant porté atteinte à l'intégrité physique ou morale d'autrui, à des intérêts privés ou publics, et d'autre part à la réparation des torts commis et à l'engagement dans la vérité, dans la justice et dans le pardon, afin d'éviter de commettre les mêmes violations et de préserver de manière durable la cohésion sociale dans le respect aussi bien des valeurs culturelles que des valeurs républicaines. Voilà ce qui est retenu. Donc je m'inscris un peu dans cela, mais je pense qu'on se retrouve. L'essentiel à la fin, c'est d'arriver
donc à une réconciliation des cœurs et faire en sorte que chacun puisse contribuer au développement de ce pays. Parce que nous sommes ici avec vous, c'est parce que ça se passe bien. Oui. Je ne suis pas sûr que ceux de Bourasso sont installés à Bourasso pour discuter ou suivre une émission, ceux de Seitenga ou de Seba, etc. Et donc on est obligé d'aller de l'avant. Et je suis d'accord avec lui qu'il y a le socle commun, mais les différentes voies pour y arriver ne sont pas, c'est pas une voie unique. Il y a plusieurs voies pour y arriver. Donc ce qu'il propose comme justice traditionnelle, ça peut marcher avec certaines communautés ou dans certains cas et ne pas marcher dans d'autres. Dans tous les cas, il faut travailler effectivement à ce que le triptyque vérité, justice, réconciliation soit respecté. Est-ce que ça veut dire qu'il faut donc faire usage des deux formes de justice, justice traditionnelle et justice classique, pour donc arriver finalement toujours avec ce lien vérité, justice, réconciliation, avec ce triptyque, pour arriver à apaiser les cœurs? Tout à fait. La justice classique, qui est coûteuse, qui prend beaucoup de temps, peut être utilisée pour des cas classiques, en complément donc de la justice transitionnelle. Mais ce qu'il faut dire, M. Ouattara, votre régime a traîné les pieds pour comprendre qu'il fallait la réconciliation au Burkina Faso. Depuis 2016, le 16 octobre, la CODER a travaillé sur la réconciliation nationale et le 13 février 2018, c'était un mardi après-midi, le mémorandum sur la réconciliation nationale produit par la CODER a été remis en main propre au président Roch Kaboré. Et le président Roch Kaboré n'est venu à comprendre qu'il faut la réconciliation dans notre pays que quand il a voulu son deuxième mandat. Et il est allé à Zignaré faire des promesses. Nous disons, malheureusement pour lui, c'est parce qu'il n'a pas voulu aller à la réconciliation nationale qu'il est tombé de la façon dont il est tombé. Et je rappelle ici que... Monsieur Ouattara, juste une parenthèse. Quand vous parlez de réconciliation nationale et que vous parlez de ce deuxième mandat avec les déclinaisons qu'il y a eu ensuite, est-ce que plutôt vous ne faites pas allusion à une réconciliation politique? Je vais vous dire une chose. Et c'est pour cela que je salue l'initiative du président Damiba d'avoir autour de lui, demain, les anciens chefs d'État pour réfléchir sur comment la réconciliation peut être faite pour que la sécurité, la paix, la stabilité deviennent une réalité dans notre pays. Vous savez, quand vous vivez en société, il faut accepter que de temps en temps, il y a des manquements. Mais il faut utiliser le pardon, il faut être tolérant, il faut s'accepter pour pouvoir bâtir ce que vous voulez réaliser. Et la réconciliation n'a d'objectif que d'aider la société dans le renforcement du vivre ensemble, dans le renforcement de la cohésion sociale, comme on le dit. Et nous disons que si le président Kaboré avait, et je cite même Diabré aussi, s'ils n'avaient pas traîné les pieds, au jour d'aujourd'hui, on allait être loin. Il a promis que s'il était élu, dans les premiers 6 mois de son deuxième quinquennat, il allait régler le problème de la réconciliation. Il ne l'a pas fait. Et moi, je dis, c'était le 7 janvier, j'étais chez le Moro Naba. Et comme par prémonition, j'ai dit à la sortie, comme le président Kaboré ne veut pas aller à la réconciliation nationale, tout comme son ministre d'État, Zéphirin Diabré, et comme c'est la seule alternative qui s'impose, et j'insiste sur le mot impose, au Burkina Faso, pour pouvoir relever tous les défis, notamment le défi de l'insécurité, les Burkinabés feront leur réconciliation sans Roch et après Roch. Et nous y sommes aujourd'hui. Mais quand vous dites qu'ils ont traîné les pieds, il y a quand même eu un travail formidable qui a été fait. On aurait pu accélérer. Il y a eu un travail qui a été fait. Là, tout à fait, c'est ce que je vais dire. Ce forum était projeté et que des concertations ont eu lieu au plan régional. Au plan communal, au plan régional. Et que, manifestement, le H-Kroun a fait un travail formidable aussi. On s'en rend compte aujourd'hui, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. Le H-Kroun a fait un travail formidable. Il a remis son rapport en juin 2021. Et donc, ça mettait fin aussi à sa mission, qui était un mandat unique. Et ce document a été réversé
justement au ministre d'État Zéphirin Diabré. Donc vous convenez avec moi qu'on ne pouvait pas aller au forum sans avoir quand même ce rapport. Et c'est à l'exercice, je vous ai dit, dire qu'il ne voulait pas y aller, ce n'est pas vrai, mais c'est à l'exercice. Il s'était engagé à le faire à la fin du premier semestre. Mais ce n'était pas évident. Et comme je dis, aujourd'hui, la démarche même de la réconciliation, c'est quoi? Quand vous regardez les documents qui vont aller au forum bientôt, qu'est-ce qui est dit dedans? C'est qu'à l'horizon 2026, le Burkina Faso est un pays réconcilié avec lui-même, etc. Donc ça veut dire que la réconciliation, c'est un processus dynamique. Et justement, le fait d'aller très vite, à moins que ce soit l'objectif ait été celui politique pour certaines personnes, sinon si c'est la réconciliation vraie, ça prend quand même du temps. J'ai donné l'exemple de 2001, où le Collège des Sages avait fait un travail formidable. On a abandonné certaines recommandations du Collège des Sages pour aller rapidement à une journée de pardon, etc. Qu'est-ce que ça a donné? Rien du tout. Donc, moi, je pense qu'on a besoin effectivement de réconciliation, c'est vrai, mais il faut aller avec une démarche participative. Les 351 communes, les discussions ont eu lieu là-bas. Après, dans les régions, le travail a été fait. N'eût été le coup d'État, le forum allait avoir lieu. Je voudrais aussi préciser que moi, je ne suis pas venu dans cette émission pour regretter le fait que le régime Kaboré ne soit pas allé plus loin, etc. Ça, ce n'est pas ma préoccupation. Ma préoccupation, c'est comment on fait pour avoir des institutions fortes, pour qu'au-delà de Ablassé Ouedraogo, au-delà de Waro, de Toumondi, de Blaise, Compaoré, de Rock, etc., on puisse fonctionner comme les autres nations. Et ça ne peut pas se faire dans la précipitation, je suis désolé. Quand vous avez, comme il dit, les 2/3 du territoire occupés, vous allez dans quelle réconciliation dans un délai aussi court? Sinon, je suis d'accord avec lui, il est le chantre. Il est un des chantres de la réconciliation. Alors, maintenant, je sais qu'il y avait quand même autant de la CODER dans ce qui avait été dit et dans les discussions, en tout cas ce qui transparaissait. Peut-être que je me trompe, hein, et c'est possible, comme il est là, il pourra le dire. Je pense que pour Ablassé Ouedraogo à l'époque, il fallait aller vite, et donc la notion de justice là n'était pas forcément une priorité. Je pense que tout ça aussi ne peut pas nous permettre d'aller dans une réconciliation vraie. Mais peut-être que je me trompe, il pourra dire. Donc c'était un peu ça. Mais je vois que maintenant on se retrouve, on est dans le triptyque et il faut aller dans ce sens. Sinon, moi, je n'ai pas de souci. Allons à la réconciiliation, mais dire qu'on n'en a pas voulu, c'est pour ça qu'il est tombé. Vous avez traîné les pieds. C'est pour ça qu'il est tombé. C'est un peu osé. Vous avez-vous prôné une sorte de paix des braves avec la CODER, Coalition pour la démocratie et la réconciliation nationale. Vous n'avez de cesse de prôner le retour des exilés et politiques comme condition sine qua non d'une vraie quiétude du Burkina et pour les Burkinabés. Vous prôniez donc la paix des braves. Pour vous, la justice était peut-être secondaire. Non, nous avons toujours dit, et vous pouvez aller regarder dans le mémorandum, nous mettons la justice au cœur du processus de la réconciliation nationale. C'est pour cela que nous disons, pour pouvoir réaliser la réconciliation nationale, on peut utiliser les deux types de justice. La justice classique, celle qui est à l'occidental, et la justice transitionnelle. Mais nous mettons un accent particulier sur la justice transitionnelle qui tire sa quintessence de nos traditions et de nos coutumes. Et je veux dire une chose de très importante. Rapidement. Oui. Vous savez, la réconciliation ne peut être que politique. C'est vrai qu'au niveau des communautés, on en a besoin. Oui. Entre l'État et les citoyens, on en a besoin. Il y a beaucoup de regroupements à prendre en considération. Mais aujourd'hui, là, si vous prenez par exemple la réunion des chefs d'État qui va avoir lieu, la réunion au sommet qui va avoir lieu demain, chacun des leaders qui sera... Quand vous dites demain, vous parlez de vendredi, du vendredi 8 juillet. Oui, du vendredi, ok. On est mercredi aujourd'hui. Donc, la réunion qui va avoir lieu vendredi va être animée par les 6 chefs d'État, les 5 anciens, plus celui qui est en exercice actuellement. Ces leaders-là, chacun a derrière lui un nombre de Burkinabés qui les écoutent. Ça veut dire que s'ils arrivent à leur niveau à tisser la réconciliation nationale entre eux, tous les Burkinabés qui sont derrière les uns et les autres vont rentrer dans les rangs. Et c'est comme ça que l'apaisement des cœurs va arriver. C'est comme ça que le vivre ensemble va se consolider. C'est comme ça que la cohésion sociale va prendre corps. Et alors, nous disons que tant qu'on n'a pas des leaders qui acceptent de s'engager, ça sera difficile qu'au niveau du peuple. C'est pour cela que la réconciliation nationale par le haut
c'est la stratégie qu'il faut adopter. Alors, très bien, d'autres Blasson pensent. Ouédraogo, vous faites bien de parler de cette rencontre qui est annoncée donc, pour le vendredi 8 entre l'actuel chef de l'État et les anciens présidents. Pour vous, donc, c'est une rencontre pertinente pour débloquer la situation. C'est une rencontre à laquelle doit assister Blaise Compaoré, qui est arrivé donc à Ouagadougou, alors que Blaise Compaoré est sous le coup de condamnation. Vous trouvez normal qu'il soit là pour un tel rendez-vous? Je vous ai dit au début de l'émission que le Burkina Faso vivait une situation où c'est son existence même qui est compromise. Vous savez, quand on parle d'État de droit, c'est quand vous avez un État que vous parlez d'État de droit. Quand vous parlez de justice, c'est quand vous avez un territoire que vous contrôlez que vous pouvez parler de palais de justice et de règles. Nous disons, nul sur cette terre-là n'est pour l'impunité. Mais il faut savoir comprendre qu'actuellement, le Burkina Faso a une préoccupation majeure, celle de son existence. Travaillons d'abord à ce que le Burkina Faso existe et le reste va être mis en œuvre. Prenons les localités actuellement où les palais de justice sont fermés. Qui parle de justice dans ces pays-là, dans ces localités-là? Et il y a combien à l'Est, au Sahel, combien de palais de justice ont été fermés? Nous disons, tout le monde veut la justice. Tout le monde veut qu'il n'y ait pas d'impunité. Mais soyons réalistes. Il faut mettre de côté. Il faut savoir choisir les priorités. Les décisions de justice. Il faut savoir choisir les priorités. Aujourd'hui, on parle de justice parce qu'il y a un territoire qui s'appelle Burkina Faso. Si les terroristes continuent sur l'allure qui est la leur aujourd'hui, bientôt il n'y aura pas de Burkina Faso et personne ne parlera de justice pour le Burkina Faso. Alors, Stanislas Ouaro, est-ce que vous pensez comme certains que cette arrivée de Blaise Compaoré constitue tout de même un pied de nez à la justice? Est-ce que vous pensez que finalement on peut s'accommoder, puisque c'est une rencontre annoncée d'anciens chefs d'État avec l'actuel, pour parler de réconciliation et trouver un format pour sortir? Je ne sais pas si c'est pour parler de réconciliation. Le communiqué que nous avons entendu de la bouche donc, du porte-parole du gouvernement n'a pas dit simplement qu'il y a une rencontre importante entre des chefs d'État qui aura lieu le 8. Donc je découvre avec vous sur ce plateau donc, les prémices de cette rencontre avec donc, le docteur Blasson Ouédraogo. Il dit qu'on parlait de réconciliation, chacun va, etc. Donc moi, je me fie essentiellement donc, aux propos tenus par le porte-parole du gouvernement, ce communiqué. Et en lien avec ce communiqué, je ne peux pas dire ce qu'ils vont se dire et j'attends de voir. Maintenant, ce que je voudrais dire, c'est que nous devons aussi travailler dans le cadre de la réconciliation à ne pas affaiblir. Vous avez 3 piliers. Si un des piliers n'existe pas, ça va chuter. Et la justice est un des piliers. Et il ne faut pas l'affaiblir. Lorsque on travaillait justement à mettre en œuvre donc, le processus de réconciliation dans le cadre donc, des engagements du président Roch Kaboré, il avait aménagé une villa pour le président Compaoré. Et la voie menant à cette villa a été rebitumée afin qu'il puisse venir, mais pour qu'il puisse faire face aussi à la justice, mais aussi que dans ce cadre, on puisse travailler à la réconciliation. On avait souhaité aussi, dans ce cadre, que le président Zida soit aussi écouté. Et cela a permis à Zéphirin Diabré d'aller à Abidjan et d'échanger avec Zida au téléphone. Abidjan, c'est Blaise. Zéphirin Diabré a rencontré Blaise Compaoré à Abidjan, voilà. Et donc, il a échangé donc, par vidéoconférence avec Zida donc, dans ce cas. Donc, c'est dire que il n'y avait pas de problème. Maintenant, il se trouve qu'entre-temps, il y a eu quand même le procès historique de Thomas Sankara où il est reconnu coupable. Et maintenant, il faut exécuter la décision de justice. C'est là où il y a un problème. Et donc, on doit travailler. Je suis d'accord avec lui, il y a des zones où il n'y a plus de justice, etc. Oui. Maintenant, pour ce qui reste là, il faut travailler à ne pas l'affaiblir totalement de façon à ce que, bon, le jour où on aura besoin de revenir sur un socle solide qui n'en existe pas. Donc, voilà ce que je voudrais dire par rapport à ça. Alors, justement, un forum était projeté par l'ancien régime, le régime auquel vous avez appartenu, avant le coup d'État du 24 janvier. On l'a dit tout à l'heure, ce forum est annoncé pour bientôt par le nouveau pouvoir. Comment voyez-vous cette instance, donc ce forum qui est annoncé, et qu'est-ce que vous en attendez concrètement? Moi, je me suis réjoui ici que la démarche adoptée est poursuivie.
Il n'y a pas de changement. Quand vous regardez la stratégie nationale de réconciliation nationale, quand vous regardez la stratégie donc, de la cohésion sociale, rien n'a changé. Les documents de stratégie, qui sont des documents donc, qui suivent donc, les textes de loi sur les politiques de développement dans notre pays, prévoient que les stratégies, ce soit 5 ans. Donc c'est 2022-2026. Nous, on avait mis 2021-2025. Là, c'est 2022-2026. Il y a un plan d'action triennal qui est glissant. Donc la démarche n'a pas évolué, le contenu n'a véritablement pas changé. Et le ministre Diabré est sollicité très souvent pour discuter. Les défis sont accrus, selon vous? Non, les défis sont restés les mêmes. Les défis, la démarche est la même, il y a quelques ajouts. Et donc je me réjouis qu'il y ait ce forum et que les gens voient justement que la démarche qui avait été adoptée, contrairement à ce que dit donc, le docteur Ablassé Ouedraogo, est celle qui est suivie. Et l'ambition donc, du Burkina Faso à travers ce forum, ce sera de faire en sorte qu'en d'ici 2026, on puisse avoir un pays réconcilié avec lui-même. Alors, qu'est-ce que vous attendez du forum de la réconciliation? Mon ami, le ministre Ouattara dit les choses à moitié. La stratégie peut être la même, mais le rythme, la cadence a changé. C'est 2026. Maintenant, on dit d'ici 2026. Nous, on n'avait pas dit que ça allait être avant. Sinon ça serait fait. Je vais vous dire une chose. En 2015, après l'élection du président Roch Kaboré, nous lui avons proposé de commencer à faire la réconciliation dès cette époque-là. Il n'a pas voulu. Voilà où nous sommes arrivés. S'il avait un temps soit peu accepté de ne pas sombrer dans l'exclusion et dans le mensonge, dans sa gouvernance, oui. Le mensonge. Je le dis ici de façon solennelle. Quel exemple de mensonge? Très simple. Pour l'insécurité, Roch Kaboré a passé son temps à dire que c'est le président Compaoré qui alimentait l'insécurité ici. Il n'a jamais dit. Si. Il n'a jamais dit. Non. Si. Je suis désolé. Non, écoutez, c'est à Dakar. Jamais. Et quand les djihadistes sont venus le voir, c'est pas lui qui a dit qu'il faut aller à Abidjan pour chercher les camions. Non, on ne gère pas comme ça. Il faut savoir que la nation, tout le monde y est. Et malheureusement, le président Kaboré a raté son mandat en jouant essentiellement sur cette forme de gouvernance-là. Ça, c'est votre et c'est ça. Oui, non. Ça, c'est votre commentaire. Mais si je suis là, c'est pour commenter. Sinon, la rencontre de Dakar... Non, il faut qu'on corrige. La rencontre de Dakar, je suis désolé, moi j'ai écouté ce qui a été dit. Des personnes sont venues le voir pour dire qu'elles avaient des accords et elles avaient des promesses. Non, ça c'était à Ouaga ici. Ils sont venus ici. Donc pas ici. à Dakar. Non, comme vous avez parlé de Dakar. Donc c'est Dakar, c'était à une conférence de presse et il présentait la situation. D'accord. Mais sinon, j'arrive. Donc, il leur a dit... On n'a plus beaucoup de temps. Non, il leur a dit simplement qu'il n'était pas au courant de ça et qu'il n'avait qu'à aller voir donc, la personne qui avait fait, c'est tout. Mais dire que le président Kaboré s'est assis quelque part pour dire c'est Blaise Compaoré qui est à l'origine du terrorisme, etc. Je suis désolé, non. Moi, je ne l'ai jamais entendu. En tout cas, si vous voulez, moi, je vais vous sortir. Non, ce serait bien de le faire. Voilà, parce que quand même, c'est des propos... Non, assez délicats. Il est là. Roch peut même confirmer. Il est là. Moi, je ne suis pas venu pour le défendre, mais je dis... Moi, je n'ai jamais entendu de la bouche de Roch. Vous avez péché pendant les 6 ans. Si vous aviez travaillé à la cohésion sociale, à l'unité nationale, on ne serait pas arrivé là où nous sommes. Ça a été fait quand même. Alors, reparlons de la réconciliation nationale. Elle est bien nationale. Elle ne concerne pas que les politiques. Et heureusement, d'ailleurs, le Haut Conseil pour la réconciliation et l'unité nationale, Ashkroun, a traité plus de 5600 dossiers collectifs et 30 000 dossiers individuels et de torts commis entre 1960 et 2015 pour une indemnisation estimée à plus de 65 milliards de francs CFA, exactement 65 milliards 740 millions 623 886 000 francs CFA, 623 886 francs CFA, sans compter la situation des 7 215 travailleurs déflatés en 1991 et celle des 600 anciens étudiants envoyés à Cuba pendant la révolution de Thomas Sankara. L'actuel ministre chargé de la cohésion sociale et de la réconciliation nationale a rencontré le 5 juillet dernier les associations des victimes impliquées dans tous ces dossiers pour indiquer les bonnes dispositions de l'État
dans la gestion de ces indemnisations. C'est quand même un pas dans la bonne direction, parce que quand on parle de réconciliation, chacun essaye de voir la réconciliation à sa porte, mais ces personnes aussi doivent être associées dans ce processus. Oui, Stanislas Ouattara. Oui, non, comme je vous dis, en juin 2021, nous avons reçu le rapport. Le rapport a indiqué ceci, et ça va au-delà des 65 milliards, tout ce qui était contenu donc, dans ce rapport. Et le gouvernement s'était engagé effectivement à apurer ce dossier et avait transmis justement ces rapports-là au ministre d'État chargé de la réconciliation et de la cohésion sociale, puisque vous dites que ça a été inversé maintenant. Et donc, comme je l'ai dit toujours, mais on est dans la démarche qui a été donc celle qui a commencé sous le gouvernement d'Aviré III, en lien avec les engagements que le président du Faso a pris. Et il faut dire que pour le H-Proun, en 2015, il y avait une commission chargée donc, de la réconciliation qui avait été mise en place par la transition. Et au regard du délai de la transition, elle ne pouvait pas gérer ces questions et elle a transféré les 5600 dossiers justement au H-Proun qui a été mise en place, qui a été mise en place en janvier 2016 et qui a travaillé donc sur les 5 ans. Quand je dis janvier 2016, ça correspond au premier mandat de Roch Marc Christian Kaboré. Et le H-Proun, c'est quoi? C'est le Haut Conseil pour la réconciliation et l'unité nationale. Donc dire qu'on ne voulait pas et qu'on n'a rien fait, c'est pas vrai. Ils ont travaillé sur les 5 ans. Et pendant cette période, le H-Proun a indemnisé des gens, des policiers radiés, des militaires radiés, etc. Il y a des gens qui ont été indemnisés. Et ce dernier rapport, justement, était un complément. Et le gouvernement a fait, le président du Faso a donné des instructions pour qu'il soit transféré au ministre d'État, ce qui a été fait, et pour qu'il soit indemnisé. Donc, pour moi, ce n'est pas un événement, c'est la poursuite donc de quelque chose qui est fait. Et c'est bien. Quand c'est bon, il faut le reconnaître. Parce que, comme je lui ai dit, moi, je ne suis pas venu ici pour défendre ni Roch Marc Christian Kaboré. Moi, j'ai été président d'université sous Blaise Compaoré. J'ai été nommé président pour la première fois de la nomination que j'ai eue en conseil des ministres, c'est sous Blaise Compaoré. Donc je ne suis pas venu ici pour faire de la polémique ou pour parler de telle ou telle personne. Je suis venu pour qu'on discute sur comment on fait, comme il l'a dit, pour avoir un pays et pour avoir des institutions fortes. Maintenant, quand il y a une démarche qui est bonne, mais on l'apprécie et on avance, c'est tout. Alors, Ablassio Ouattara, c'est au bout de l'ancienne corde qu'on tisse la nouvelle. C'est aussi cela qui est l'essence de la réconciliation. La souffrance de la population est telle qu'il ne faut pas traîner les pieds. Et j'insiste à dire que votre gouvernement n'est pas allé très franchement pour réaliser la réconciliation nationale. Il faut donc espérer que maintenant ça aille. Oui, mais déjà, il y a des actes qui sont en train d'être posés et qui vont vers la paix. Les 65 milliards. Mais ça, je vous dis que ça avait été déjà adopté. Le principe du paiement avait été acquis depuis juin 2021. Depuis juin 2021 jusqu'à décembre 2021, vous n'avez pas payé. Aujourd'hui, c'est payé. Mais le ministre annonce que ça va être payé. Je vais vous donner un exemple. Moi qui suis devant vous. déjà prévu d'être payé. Moi qui suis 2021, c'est un exercice budgétaire. Vous savez très bien avec moi, vous avez été ministre comme moi, qu'on a donc un exercice budgétaire annuel, quelque chose qui n'a pas été prévu. Ce n'est pas des petits montants, c'est quand même plus de 60 milliards de francs CFA. On a prévu de le payer, ça devait être pris en compte dans le cadre du budget 2022. Donc dire qu'on ne voulait pas payer, je suis désolé, ce n'est pas vrai. Je vais vous donner... Alors, on ne peut pas en juin, on est pratiquement à la clôture d'un exercice budgétaire, dire qu'on sort 65 milliards. Je vais vous donner une illustration. Pendant les 6 ans là, il y a des gens qui ont été indemnisés. Les députés de la 5e législature, et je faisais partie, on n'a pas voulu nous payer. Pourquoi? Allez leur demander. Demandez à Bala. Ça n'a pas été fait? Mais ça vient d'être fait. Oui, mais ça et il y a des députés qui sont morts. Il y a des députés qui sont morts avant de toucher leurs indemnités. En 2021, 2 milliards ont été mis à disposition pour régler ces questions. Mais ils n'ont jamais dépensé. Mais ça a été mis à disposition. On va terminer cette émission, s'il vous plaît. On va terminer cette émission en pensant un peu à tout le monde. Que vaut le postulat? Que vaut le postulat de la réconciliation nationale s'il ne s'accompagne pas d'un réel changement de mentalité, de comportement, d'idées pour une consolidation de l'état du droit démocratique et du vivre ensemble? Rapidement, Ablassio Ouattara. Non, je pense qu'avant toute chose, c'est la sincérité, la vérité. Et comme il l'a si bien dit, il faut que ce soit un processus participatif. C'est-à-dire que la réconciliation pour le Burkina Faso est un impératif catégorique. C'est une nécessité impérieuse. C'est un besoin. À partir de cela,
il est clair que nous n'avons pas d'autre alternative, si nous voulons nous en sortir, que de nous y engager et à fond. C'est-à-dire qu'il ne faut pas faire semblant de faire... engager à fond, est-ce que vous sous-entendez aussi que chacun doit savoir qu'il doit changer de comportement, qu'il doit aller vers un état de droit, que l'impunité doit être bannie, et que justement on doit se donner la main et se serrer les coudes pour construire l'union sacrée. Vous avez lu le fond de ma pensée. Alors, Stanislas Ouaro. C'est tout à fait ça. Et puis bannir l'impunité, c'est essentiel. Le changement de mentalité est important parce que malheureusement on a le sentiment que tant qu'on n'est pas concerné directement par la situation sécuritaire, par exemple, on a l'impression qu'il y a une sorte... on a un pays à deux vitesses. Oui, c'est ça. Il y en a qui véritablement... ne se sentent même pas concernés par ça. Ils vivent à 100 à l'heure, qui s'amusent, et puis d'autres qui se sentent concernés. Et tant qu'on ne va pas sortir de cela, et puis être moins égoïste, on ne va pas s'en sortir. Et donc, ce qu'il a dit est tout à fait, je suis tout à fait d'accord avec ce qui est dit. Ça, à ce niveau-là, il n'y a pas de débat. Il faut vraiment, il faut cela. Et il faut qu'on ait, moi, comme je l'ai dit, on est obligé d'aller à une réforme. Comme il l'a dit, on est d'accord de la transition pour amener davantage de compétences, pour avoir des personnes qui aiment leur pays. Je donne l'exemple de Kagame. On peut ne pas l'aimer, mais il est un exemple de personne qui aime son pays et qui travaille pour. Et donc ça c'est important de le faire. Il faut qu'on y aille, sinon ça ne va pas s'en sortir. Et comme il l'a dit, on parle d'élection, c'est quand il y a un pays. Vous êtes d'accord avec moi, vous avez été député, et si aujourd'hui on organise des élections au Tanté actuellement, peut-être que c'est des présidentielles qui vont s'organiser à Ouagadougou ou à Bobo-Dioulasso. Donc on doit aller vite. Alors que si on n'est pas dans un état normal aussi, mais du coup on ne peut pas, Donc, amorcer le développement. Et donc je suis d'accord avec lui qu'il faut aller rapidement à une transition courte comme il l'a dit, mais en impliquant tout le monde. Et c'est une erreur de penser que les politiques sont des déchets et doivent être exclus. Ça c'est une erreur qui a été commise. C'est ensemble qu'on pourra aller. Mais la base sociale là, elle est détenue par qui? Par les politiques. Donc c'est ensemble qu'il faut travailler à ce que les civils soient les plus concernés par cette transition, de façon à décharger, moi je pense, les forces de défense et de sécurité de ce fardeau de gestion politique des affaires de l'État, afin de se concentrer sur la question sécuritaire et permettre justement aux civils de gérer la cité de façon à ce qu'on ait des élections pour nous en sortir. Alors rapidement, et ça c'est peut-être un problème qui survient en amont, quel est le poids du développement des régions, ou plutôt du non-développement de nombre de régions dans la situation sécuritaire difficile que connaît le pays? Non, c'est assez délicat. Je pense que ça va au-delà de ça. Il y a beaucoup d'autres choses qui ont contribué au pourrissement de la situation. Il y a les questions terroristes, il y a les questions de pauvreté aussi, qui ne sont pas l'apanage d'une région par rapport à une autre. Il y a des régions arrosées, mais qui sont malheureusement très pauvres, non développées, où le terrorisme n'est pas encore développé. Donc c'est assez complexe. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation sécuritaire extrêmement complexe, où il est difficile de pouvoir dire que c'est telle ou telle chose qui provoque cela. Il y a un mélange complexe. Il y a des braquages, il y a des bandits de grands chemins qui sont rentrés, on ne sait plus qui est qui. Mais c'est vrai que le développement des régions, la question de l'employabilité des jeunes, la question de la lutte contre la pauvreté, la question de l'impunité, la question donc de la bonne répartition des richesses. Parce que quand vous regardez les conflits au niveau des sites miniers, etc., tout cela, justement, impacte le vivre ensemble. Et c'est pour ça que j'ai dit toutes ces questions-là ne peuvent pas être gérées par un groupe de personnes, ça doit être géré par des personnes qui sont souvent dépositaires donc, de la base sociale, de façon à ce qu'on puisse aller de l'avant. Donc c'est assez complexe, mais comme il l'a dit, on a tout résumé, il faut aller à la réconciliation, c'est un processus dynamique, mais il faut effectivement travailler à l'inclusion de façon à ce que chacun puisse apporter sa contribution au développement. Là, on est vraiment en face. Alors, rapidement, Ablassé Ouedraogo, et ce sera le mot de la fin, votre mot de la fin. Peut-être que vous avez des propositions fortes là à mettre dans la corbeille pour une réconciliation sincère et apaisante. On sait votre discours là-dessus, mais aujourd'hui, face caméra, vous dites quoi aux autorités? Non, je voudrais appeler tous les Burkinabés, qui sont de vrais patriotes, à comprendre le danger que court notre pays. Sur cette base, donnons-nous la main, serrons-nous les coudes, mouillons le maillot
et faisons en sorte que l'unité nationale, la construction de l'unité nationale, la construction du rassemblement, la réconciliation nationale soient des choses concrètes et réalisées autour de la transition pour permettre de faire de la transition un succès. Et je dis encore une fois, la transition doit être recentrée, elle doit être recadrée pour répondre aux attentes des populations. Et si nous acceptons de jouer le jeu en n'étant pas égoïste ou égocentrique, comme le ministre Ouattara l'a dit, c'est le Burkina Faso qui sera gagnant. Le Burkina Faso sera gagnant. Vous avez peut-être une ou deux propositions concrètes à mettre dans la corbeille, vous aussi? Comme je dis, c'est recadrer la transition et puis avoir un focus. Il y a deux objectifs fondamentaux. C'est recouvrer l'intégrité totale. Ça, c'est l'objectif vraiment optimiste. Sinon, une bonne partie du territoire est organiser des élections pour que nous puissions revenir le plus rapidement possible à un ordre constitutionnel normal. Revenir le plus rapidement possible à un ordre constitutionnel normal, œuvrer de cœur et d'esprit pour que cette union sacrée puisse se créer, tout comme la paix, la réconciliation nationale ne saurait être un vain mot, mais un comportement. Mesdames, Messieurs, ainsi s'achève votre émission Périscope numéro 170 qui recevait pour vous Stanislas Ouattara. Il est 4e vice-président du MPP, c'est le Mouvement du Peuple pour le Progrès. Il est chargé des questions de gouvernance et du dialogue social. Merci pour vos éclairages. Merci beaucoup. Également sur le plateau de Périscope aujourd'hui, Ablasse Ouedraogo, président de Le Faso Autrement. Merci pour vos éclairages. La réalisation de ce numéro de Périscope est assurée par Abibata Clarisse Sawadogo Benao, que je remercie, ainsi que toute l'équipe technique qui l'a appuyé et soutenu. Merci à toutes les équipes, rédaction, technique, production, administration, qui m'accompagnent chaque semaine dans la préparation et la présentation de cette émission. Infini merci à vous toutes et à vous tous aussi des 4 coins de notre village planétaire pour votre constante fidélité et vos encouragements tellement réconfortants. Mais n'oublions surtout pas de prendre soin les uns des autres, surtout en ces temps troublés où chaque matin que l'on découvre est une grâce infinie et chaque manifestation de solidarité, une victoire.